Bien, chers collègues, je vous propose de prendre place afin qu'on commence notre seconde conférence de la matinée. Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. C'est gentil, merci. Bien, chers collègues, nous voilà dans un autre monde. Le jingle nous a invités à imaginer d'autres cieux. Donc, pour cette seconde partie de la matinée, nous avons choisi d'aborder une autre question qui est d'importance dans nos enseignements, celle des enseignements portant sur l'outre-mer, ou plutôt les outre-mer, comme on le verra. Comme vous le savez, dans le cadre de nos nouveaux programmes, ou des programmes un peu moins nouveaux, l'outre-mer apparaît à plusieurs reprises. Par exemple, de nouveaux programmes dans les futurs programmes de la classe de 3e qui seront en vigueur à la rentrée prochaine, dans un an. Une question porte sur la France dans le monde, les territoires français ultramarins, et notamment, il est indiqué que le thème est introduit par une étude de cas, un département et région d'outre-mer, DROM. Autre programme où l'outre-mer est explicitement présent, le programme de Terminal Bac Pro, qui est en œuvre, qui est en vigueur depuis cette rentrée 2011, avec 2 entrées. Dans le sujet d'études, la France dans l'UE et dans le monde, une situation, l'outre-mer et la puissance française, et une autre situation, les mobilités de la population, une situation, l'émigration entre la métropole et l'outre-mer. 3e entrée dans nos programmes, l'actuel programme de la série SC2S, série technologique, depuis la rentrée 2009, dans le thème général sur la France dans le monde, les territoires français du Pacifique, on approche les territoires français du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, ça n'est pas si habituel que ça, et nous sommes très heureux que ces territoires figurent dans nos programmes. Et puis, bien sûr, dans les nouveaux programmes de la classe de première, depuis cette rentrée 2011, l'outre-mer est très présent, avec 3 entrées, dans la question valoriser, ménager des milieux, potentialité et contraintes du territoire français, ultramarin compris, une question très importante sur les territoires ultramarins de l'Union européenne et leur développement, et puis, dans le cadre de la France dans la mondialisation, la présence française dans le monde, évidemment, une ouverture aussi sur l'outre-mer. Pour ne citer que ces questions-là, mais on sait bien aussi que vous, comme d'ailleurs pour l'Afrique, on le disait tout à l'heure, l'outre-mer est aussi utilisé par vous-même dans de nombreuses études de cas, de nombreux exemples. Voilà ce qui justifie qu'on ait inscrit ce matin dans notre programme. Alors, les questions d'outre-mer, on le voit bien, nous posent toute une série de problèmes d'enseignement. Le premier problème, c'est d'abord, au fond, l'actualisation des informations. C'est un monde qui bouge beaucoup, et on voit bien que très vite, on pourrait tomber dans des clichés, certainement des fois dépassés, dans des images un peu faciles, en tout cas, quelquefois, des entrées qui sont un peu éloignées des réalités et des évolutions. Et l'autre difficulté, l'autre obstacle pour nous, c'est la diversité des Outre-mer. On va en parler tout à l'heure, dans leur statut, dans leur situation économique, sociale, dans leur rôle géopolitique aussi.
Et effectivement, il n'est pas si simple que ça pour nous tous de réellement savoir où en est l'outre-mer, où en sont les outre-mer aujourd'hui, et il nous semblait utile d'avoir une mise au point. C'est pourquoi on remercie vivement François Taglioni d'avoir accepté pour nous de faire un point sur la situation de la diversité des outre-mer et aussi de nous aider à dégager des problématiques majeures pour aborder l'outre-mer. Alors cela sous deux aspects. D'une part, quelques mots sur les outre-mer des pays européens. Au fond, c'est une chose qu'on connaît assez mal. Et nous avons inscrit cette question-là dans le programme de première. Il nous semblait tout à fait utile d'avoir quelques éclairages sur cette question-là. Et bien sûr, dans un second point, le second éclairage, ce sont les outre-mer du territoire français, des territoires français. C'est une question qui est inscrite dans beaucoup de nos programmes et pour lesquels nous avons aussi besoin d'actualiser nos points de vue. Alors, François Taglioni, merci beaucoup. François est professeur à l'Université de La Réunion depuis une quinzaine d'années peut-être. Voilà. Alors, il a travaillé sur beaucoup de questions, mais notamment sur les questions concernant les milieux iliens, travaillé notamment sur le développement humain dans les petits espaces insulaires dans le monde, océan Indien, Pacifique, Caraïbes. Et un de ses ouvrages tout récents, c'est en 2011, je crois, publié à l'IRD Édition, s'appelle Insularité et développement durable. Alors merci François d'avoir accepté cette invitation et merci de nous donner des éclairages sur les problématiques pour aborder aujourd'hui les outre-mer des pays européens et notamment les outre-mer de la France. Merci beaucoup, Monsieur Hannerel. Donc effectivement, c'est un plaisir d'être là. Bonjour à tout le monde. Alors les outre-mer, en l'occurrence, sont les pays invités. Donc vous le savez, enfin les outre-mer, en tout cas les outre-mer de l'océan Indien sont les pays invités cette année du FIG. Et c'est aussi l'année des outre-mer. Donc il y a eu pas mal d'événements au cours de l'année 2011, il y en aura d'autres encore à venir. Donc il y avait vraiment une mise en lumière, une mise en avant de ces espaces ultramarins, en l'occurrence français. Donc ce qu'on va faire pendant cette petite heure de présentation, si vous voulez bien, je me suis remplacé dans la perspective comme avait demandé M. Hannerel, à savoir faire en sorte que ce soit utile pour les collègues qui enseignent dans le secondaire, comme vous l'avez largement expliqué. Donc ce ne sera pas un exposé, on va dire, sous forme de conférence classique. On va essayer plutôt de dégager des thèmes qui me paraissent importants. Mais malgré tout, je ferai aussi une présentation, parce qu'effectivement, ces outre-mer sont finalement mal connus souvent. Il y a des confusions parce qu'effectivement, ça évolue, et puis parce que ce sont des espaces qui sont parfois considérés comme marginaux, alors qu'on va voir que c'est sans doute plus compliqué, quoi. Donc il faut que je demande pour envoyer les diapos, c'est ça? Donc diapo suivante. Bon, ça, on peut sauter, si vous voulez, encore la suivante. C'était un plan. Voilà, peut-être une présentation, donc encore la suivante. Présentation. Alors là, on se place au niveau européen. Je ne sais pas si la diapositive est de qualité. Simplement, là, j'ai essayé de rappeler que ces espaces outre-mer européens se répartis sur l'ensemble du globe. Donc là, ce qu'on voit, en fait, sont les outre-mer français. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur les outre-mer français. Donc vous connaissez Mayotte, La Réunion, les terres australes, Saint-Pierre-et-Miquelon, Clipperton. Et ensuite, bon, malheureusement, on ne voit pas grand-chose dans la Caraïbe. Vous le savez, il y a la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Eustache. Enfin, on rezoomera là-dessus. Mais il y a aussi des outre-mer qui dépendent d'autres pays européens, notamment des Pays-Bas. Alors pour les Pays-Bas, on a principalement ce qu'on appelle les Antilles néerlandaises et Aruba, j'y reviendrai, qui se trouvent donc dans la Caraïbe. Et ensuite, on a un certain nombre d'outre-mer, cette fois, qui relèvent des Britanniques, aussi là, dans la Caraïbe, mais également, on en a dans l'Atlantique avec Sainte-Hélène et les dépendances, les Malawines, la Géorgie du Sud, à des noms qui sont assez peu connus, je pense, les îles Sandwich. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler sur les îles Sandwich, mais il n'y a pas grand monde qui finalement connaît les îles Sandwich. On a Pitcairn, bon voilà, les territoires, les fameux biotes, les territoires britanniques de l'océan Indien. Donc vous voyez que tout ça occupe tous les océans. Et évidemment, on a ensuite, on reviendra quand on parlera du premier cercle, on va dire, des Outre-mer, on a Açores, Madère et Canaries qui ont un statut assez comparable en certains points, on le verra, au département d'Outre-mer français. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, vous voyez que ces Outre-mer français et européens de façon plus générale représentent finalement un grand nombre d'espaces avec, on va le voir, une grande diversité. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut parler des Outre-mer. Pendant longtemps, si on se réfère aux Français, en tout cas, on parlait des dom-toms. Vous voyez, ça c'est terminé. Et on le voit encore trop souvent. Je suis toujours étonné de voir dom-tom, dans la mesure déjà où il n'y a plus de tom.
Et donc on doit parler des Outre-mer. Alors après on peut discuter du pluriel ou du singulier. Hein, ça peut, de mon point de vue, c'est les Outre-mer. Je pense qu'ils sont suffisamment pluriels justement pour pas qu'on emploie le singulier. Bon évidemment en France c'est le ministère de l'Outre-mer parce qu'on veut rendre tout ça, enfin on veut montrer qu'il y a une unité, hein, mais ça c'est politique, c'est la République française quoi. Donc on essaye de faire en sorte que les choses soient le plus fédérées possible. Mais dans la réalité c'est les Outre-mer, hein, pas grand chose à voir entre Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna par exemple. Bon, et indépendamment du climat d'ailleurs, c'est que l'histoire, la géographie, les conditions socio-économiques et politiques sont quand même largement différentes. Bon, donc on reviendra un peu là-dessus. Donc en deux mots, pour pas trop non plus après se compliquer, parce qu'on pourra en parler des heures, disons qu'il y a quand même quelque chose qui est remarquable au niveau des outre-mer européens, c'est qu'il faut différencier en fait deux types d'outre-mer, si je puis dire. Il y a des outre-mer qui sont directement intégrés à l'Union européenne, qui font partie de l'Union. Ce sont justement les 5 aujourd'hui avec Mayotte, donc les 5 départements d'outre-mer français, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, et auxquels on rajoute, comme vous le savez, Açores, Madère et les Canaries. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des RUP. On reviendra d'ailleurs sur cette terminologie, vous voyez, ça c'est intéressant même par rapport à vos étudiants, à vos élèves, hein, cette idée d'ultra-périphéricité. Je reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire, hein. Déjà, périphéricité, c'est pas évident à définir, mais ultra-périphéricité, ouais, après on est dans les superlatifs, mais on se pose jamais la question de savoir si vraiment ça a du sens. Bon, en tout cas, donc voilà, il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle les RUP, les régions ultra-périphériques, et les autres. C'est-à-dire tous les autres dont on a parlé, les Britanniques, les Néerlandais et les principalement, sont ce qu'on appelle en fait des PTOM. Alors c'est un terme un peu barbare, ça veut dire pays et territoires d'outre-mer. Alors en soi, le fait que ce soit d'un côté des pays et territoires d'outre-mer, de l'autre côté des RUP, d'un point de vue juridique, ça a un grand nombre de conséquences, mais c'est surtout en termes de développement que ça en a, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement les géographes. Évidemment, ce sont les inégalités de développement et puis les conditions du développement. Et on se rend compte que de ce point de vue-là, il y a donc un traitement qui n'est pas le même. C'est-à-dire que les départements d'outre-mer français, enfin les RUP en général, étant intégrés à l'Union européenne, sont complètement bénéficiaires de tous les dispositifs des régions, de toutes les régions européennes, donc à savoir ce qu'on appelle les fonds structurels, donc le fonds social, le fonds économique, enfin pour les projets on va dire, plus les fonds d'orientation agricole. Donc ils bénéficient de tout ça et même sans doute plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a des programmes spécifiques aux outre-mer européens, ceux qui sont directement intégrés dans l'Union européenne. C'est des programmes qu'on appelle le Poséidom par exemple, le Poséican pour les Canaries, le Poséima pour Madère et Açores. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, il y a une différence. Et de l'autre côté, tous les autres, donc les fameux PTOM, sont au même niveau finalement que les anciennes colonies européennes. Ce qu'on appelle, vous connaissez sans doute, les pays ACP, qui font partie donc de la Convention de Lomé, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Les 3 lettres, c'est pour ça qu'on les utilise. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils sont moins bien lotis. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu des outre-mer de seconde zone, en quelque sorte, hein, au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire, si on regarde les niveaux de développement, on pourrait dire que vraiment les outre-mer de type région ultra-périphérique sont nettement, en tout cas en prenant des critères, parce qu'il est très difficile de mesurer le développement. Ça aussi, évidemment, c'est une question de base. Comment est-ce qu'on mesure le développement? Est-ce qu'on se limite toujours au PNB par habitant, dont on sait qu'il a des limites intrinsèques et qui finalement, c'est pas très pertinent? Est-ce qu'on prend l'IDH? Enfin bon, vous savez qu'il y a tout un appareillage d'indicateurs pour essayer de cerner le développement. Non, mais c'est très difficile. Hein. Enfin, c'est surtout qu'il est sans doute un peu vain et prétentieux par un chiffre de vouloir résumer le développement humain. Ah non, quand on connaît la complexité, les interactions de ce système, c'est pas avec un chiffre à 3 virgules à 3 décimales après la virgule qu'on va y arriver. Mais en tout cas, en attendant mieux, souvent on utilise l'IDH, par exemple, l'indice de développement humain que vous connaissez sans doute. Et quoi qu'il en soit, si on prend l'IDH ou même le PNB par habitant, on voit qu'il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'apparaissent d'abord les RUP, ensuite les fameux PTOM, donc cette deuxième catégorie, et ensuite arrivent en troisième catégorie les ACP. Et bon, les ACP étant quand même un très très vaste ensemble, hein, 79 pays, Afrique, Caraïbes, Pacifique, évidemment, là aussi il faut voir dans le détail, tous ne sont pas au même niveau et les problématiques sont très différentes. On pourrait même, si vraiment on rentre dans le détail, se rendre compte que parmi les ACP, ces fameux pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, les ACP insulaires sont globalement mieux développés
que les ACP continentaux. Alors ça remet en question un certain nombre de choses par rapport à l'idée qu'un État insulaire serait a priori en position défavorable. On va voir que c'est pas aussi simple non plus. Hein. Le fait d'être dans un espace insulaire, ça n'implique pas forcément davantage d'obstacles au développement. On y reviendra. En tout cas, ce qui est aussi intéressant à noter, au-delà de cette hiérarchisation RUP, PTOM et autres ACP, c'est qu'il n'y a pas de relation, justement. Il n'y a pas de relation entre la taille, la superficie d'une île et son niveau de développement. Aucune relation. Alors, les exemples sont nombreux. Vous allez à Hong Kong, 1000 km², c'est un des États les plus prospères du monde. Singapour, 700 km², c'est aussi un État très prospère. Et inversement, vous avez des pays de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés qui vont être dans une situation parfois difficile. Donc il n'y a pas de corrélation, hein, alors que c'est un peu ça aussi un lieu commun. Hein. Souvent on imagine que la taille a un rapport avec les niveaux de développement. Là non plus, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. C'est souvent bien plus les conditions politiques qui vont déterminer le niveau de développement que les conditions, on va dire, entre guillemets, naturelles. Et de la même façon qu'il n'y a pas non plus de corrélation entre la population, enfin en tout cas le nombre d'habitants d'un État et son niveau de développement. Là non plus, hein, c'est pas parce qu'on est nombreux que je sais bien que l'union fait la force, mais évidemment ça ne se vérifie pas. Ce qui pourrait peut-être éventuellement se vérifier, c'est le statut politique, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qu'on peut appeler les micro-États, c'est-à-dire des micro-États, en l'occurrence insulaires, c'est-à-dire des territoires qui sont indépendants, on constate que les micro-États sont plutôt moins bien développés que les micro-territoires, lesquels micro-territoires sont rattachés institutionnellement à une métropole. C'est le cas justement de tous les PTOM et de tous les RUP. Là, il est assez clair qu'il y a une corrélation directe entre le niveau de développement et le statut institutionnel. Hein, l'avantage donc revenant au premier, c'est-à-dire au RUP par rapport aux autres. Pour différentes raisons d'ailleurs, hein, ce n'est pas le fait uniquement d'être rattaché à une métropole. Hein. Ça peut être disons, l'expression d'une solidarité nationale dans ces petits espaces, mais ça peut être aussi parce que ces petits espaces ont des ressources spécifiques. Hein, je pense ici à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie fonde sa prospérité, comme vous le savez, sur le nickel. Hein, troisième exportateur mondial de nickel, des réserves tout à fait considérables de nickel. Voilà pourquoi la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui a un niveau de développement tout à fait remarquable. C'est la même façon pour les îles Caïmans. Hein, les îles Caïmans sont des petites îles qui se trouvent, bon là malheureusement je suis désolé on ne voit pas, mais enfin en tout cas elles se trouvent dans la... Ah si on les voit là, elles sont les petites îles Caïmans, c'est des îles britanniques. Et aux îles Caïmans, il y a 20 000 habitants et il y a 50 000 banques offshore, hein, avec tous les avantages de banques offshore, c'est-à-dire concrètement rien, hein, si ce n'est une boîte postale. Et par contre des licences qui sont payées par toutes ces banques. Donc vous avez 3 fois plus de banques que d'habitants, donc ça représente une manne évidemment providentielle, donc ce sont ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Donc là, ce n'est pas le fait que les Caïmans soient institutionnellement rattachés aux Britanniques qui donne la stabilité, hein, c'est simplement... Bon, avec des hauts et des bas, hein, les paradis fiscaux souvent connaissent une instabilité liée aux pratiques, tout simplement du type d'activité offshore. Hein, parce qu'il y a toujours le risque évidemment du débordement, blanchiment d'argent, etc. Mais en tout cas, ce sont des exemples assez remarquables qui nous montrent qu'une fois de plus, la petite taille, là non plus, n'a rien à voir. Au contraire, hein, c'est même un avantage d'être small is beautiful, hein, disent les Anglais. Ça se vérifie parfois, mais parfois ça ne se vérifie pas. Donc, justement, pas de déterminisme. J'en arrive au point suivant, hein, qui était cette idée de la périphéricité, de l'ultra-périphéricité. Donc je me posais la question de la pertinence de ces concepts, et vous aussi, vous pouvez vous la poser. On l'a dit, hein, majoritairement, tous ces espaces qui sont rattachés à l'Union européenne sont des espaces insulaires, pratiquement tous, sauf en l'occurrence la Guyane, et bon, puis après les terres australes. Enfin, globalement, ce sont quand même des mondes insulaires. Et donc là, on peut se poser la question déjà de l'insularité. Hein, en quoi l'insularité a un effet éventuellement sur le développement humain. Alors, bon, je pense qu'avant toute chose, il faut replacer bien les éléments dans leur contexte. C'est-à-dire qu'en soi, l'insularité présente toujours le danger d'un glissement vers un déterminisme. Hein, les géographes, pendant longtemps, on les a critiqués. Hein,
parce que parfois on était un peu déterministe, effectivement. Aujourd'hui, bien heureusement, les choses ont fortement évolué. On l'est beaucoup moins. Alors c'est tout cet équilibre à trouver entre un absolu déterminisme qui consisterait à dire que le territoire est un élément central et déterminant sur les dynamiques politiques, sociales et économiques d'un pays. Et l'inverse, c'est dire que le territoire ça n'a pas d'importance. Évidemment, entre les deux, il faut trouver la bonne mesure, hein, pas faire du déterminisme inverse. Hein, on ne peut pas dire que les conditions naturelles ou les conditions du milieu sont complètement désincarnées des sociétés. Non. Mais pour autant, est-ce que c'est l'île qui fait l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui fait l'île? Je crois que la réponse, elle est quand même claire. Hein, ce sont les sociétés qui aménagent leur espace. Qu'on soit en milieu insulaire ou qu'on soit en milieu continental, ça ne change rien fondamentalement. Mais c'est toujours quand même les hommes qui sont les acteurs majeurs, hein, de leur développement. Voilà. Donc malheureusement, on s'aperçoit qu'on bute encore quand même sur ce déterminisme. C'est-à-dire que les géographes, certains géographes en tout cas, ou peut-être parce que tout ça est véhiculé, entretenu, hein, par un imaginaire, par les médias, très souvent quand même on fait un raccourci en pointant systématiquement l'insularité comme étant un frein au développement. Alors parfois ça peut l'être, mais parfois au contraire ça ne l'est pas. Hein. Donc on peut en discuter longuement, hein, de l'insularité, mais il faut éviter en tout cas de le poser comme un postulat a priori. C'est mal développement n'égale pas, ou insularité n'égale pas mal développement. On l'a vu tout à l'heure, hein. On a parlé de Singapour, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples de petits espaces, d'ailleurs pas forcément insulaires. Hein. Il y a d'autres petits espaces continentaux qui sont tout à fait prospères, Monaco, etc. Il y en a plusieurs dizaines dans le monde. Donc, alors, bon, l'insularité, vous pouvez peut-être la définir rapidement avec vos étudiants, justement, rappeler quels sont les critères. Les critères qu'on évoque généralement pour parler de l'insularité, on parle très souvent de la petite taille. Donc j'ai dit tout à l'heure que la petite taille n'était pas en soi un critère de déterminant du développement. Hein. Il n'y a pas de lien entre la petitesse et le mal développement. Les économistes, pendant très longtemps, se sont interrogés sur ces questions-là. Ça a été des débats, surtout au moment des indépendances. À partir des années 60, les premiers pays à avoir été indépendants, c'était les grands pays continentaux. Hein, et sur les petits pays insulaires, on disait, est-ce que ces petits États sont viables? C'est toute la question de la viabilité économique et voire politique. Hein, et tout le monde n'était pas d'accord. Et puis sans doute que ça arrangeait aussi un certain nombre d'États de considérer que les petits États insulaires finalement n'avaient pas finalement droit au chapitre ou à l'indépendance. Hein. Et on mettait en avant cette capacité à finalement obtenir un développement pratiquement endogène, ce qui évidemment est une hérésie, parce qu'il n'y a aucun pays indépendant aujourd'hui, enfin évidemment institutionnellement, politiquement, mais tous les pays sont dépendants économiquement, hein, même les plus puissants ont besoin de leurs voisins. Donc il n'y a aucune raison que sur les petits espaces insulaires, la question de la viabilité soit plus aiguë qu'ailleurs. Hein. Un petit État insulaire est parfaitement à même, s'il le désire, à assumer son destin et son développement. Bon, mais en tout cas, pendant longtemps, ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, ça se pose évidemment dans d'autres termes. Et aujourd'hui, on est même dans des paradoxes de l'histoire, hein, puisqu'on a vu que les années 60, 70, même 80, ça a continué assez longtemps, hein, la décolonisation. Hein, il y a des espaces insulaires qui sont, ou des espaces tout court d'ailleurs, qui sont indépendants depuis les années 90, voire 2000. Hein, je pense au Timor. Hein, le Timor, donc, qui est en l'occurrence un État anciennement, pour partie indonésien, en tout cas qui se trouve, on va dire, dans le sud-est asiatique, que le Timor est indépendant depuis les années 2000. Donc ce processus a été long et en tout cas à chaque étape de ces accessions aux indépendances, on s'est rendu compte que finalement les petits espaces pouvaient s'assumer. Mais j'en reviens à mon paradoxe de l'histoire. Le paradoxe de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des petits États insulaires, en l'occurrence, qui font des efforts, on pourrait dire, pour rester dans le giron d'une métropole. Ce qui, évidemment, pouvait paraître inconcevable, hein, à tous les pays qui se sont battus pour, justement, leur indépendance. Hein. Je pense ici, notamment, à Porto Rico, à qui, régulièrement, les Américains proposent une évolution statutaire, soit vers l'indépendance, soit vers le statu quo. Porto Rico, je le rappelle, est un État américain, mais un État américain avec un statut spécifique. Ce sera une espèce de dôme, hein, pour faire simple. Et la troisième option étant la pleine intégration de Porto Rico aux États-Unis. Mais les portoricains ne désirent rien d'autre que de rester
un État associé aux États-Unis. Et évidemment, c'est la même chose pour Mayotte. On en reparlera tout à l'heure de Mayotte si on reste dans le cadre des Outre-mer français, où là, on voit que c'est un espace qui fait, au contraire, même machine arrière, puisqu'on passe d'un statut de colonie, on va dire, à celui d'une collectivité. Enfin, au fur et à mesure, on approfondit l'intégration à une métropole. Donc, c'est un paradoxe de l'histoire. On a un autre exemple, c'est Montserrat. Montserrat, puisqu'on parle des Outre-mer européens, Montserrat, c'est une île qui se trouve ici, donc dans la Caraïbe. C'est un petit État indépendant qui porte encore d'ailleurs le statut de colonie, comme toutes les anciennes colonies britanniques, mais qui le sont encore. Donc c'est une colonie de la couronne britannique. Mais enfin, bon, ce terme de colonie n'a plus le même sens qu'il a pu avoir pendant longtemps. Et Montserrat donc, a refusé à plusieurs reprises l'indépendance. Donc Montserrat, enfin en tout cas les habitants, suite à plusieurs référendums, ont toujours souhaité rester dans le giron du Royaume-Uni pour des raisons sans doute liées à leurs conditions de développement très difficiles. Bon. Donc ça, c'est effectivement une tendance plutôt récente. Donc je disais qu'il y a la petite taille qui est un des éléments auxquels on se réfère quand on parle de l'insularité, même si on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et le deuxième élément, c'est l'isolement. Ça, c'est une notion tout à fait fondamentale, mais extrêmement subjective. L'isolement, on n'arrive pas à le mesurer déjà. Donc ça, c'est toujours gênant quand on veut faire quelque chose de scientifique. Généralement, il faut apporter de la rigueur et il faut apporter de la mesure, même si, à titre personnel, je ne suis pas pour le tout quantitatif. Mais néanmoins, même si le qualitatif est plus important, il faut quand même à un moment essayer d'objectiver les choses. Et on se rend compte que si on essaye de cerner l'isolement, pas mal de chercheurs l'ont fait avant nous, on n'arrive jamais à des résultats très concluants. Mais pour la simple et bonne raison, sans doute qu'il y a un problème de paradigme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se trompe un peu, on se trompe, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'on se trompe ? Eh bien, parce qu'en fait, on base la notion d'isolement se base sur des fondements tout à fait, on va dire, topographiques. C'est-à-dire qu'on raisonne en termes de distance euclidienne. En termes de distance euclidienne, effectivement, pour aller du point A au point B, il va y avoir tant de kilomètres. Mais ce référent euclidien, donc on est dans le plan, présente la limite qui est que l'on ne considère pas quels sont les liens qu'entretiennent les objets entre eux. C'est-à-dire que si on considère qu'effectivement la Guadeloupe se trouve à 7000 km de la France, ou de la métropole, c'est pas pour autant que la Guadeloupe est isolée. Elle est peut-être éloignée, mais après tout va dépendre en fait de son niveau, on va dire, d'enclavement. Voilà le terme qui convient beaucoup mieux, c'est l'enclavement. Et là, cette fois, quand on parle d'enclavement, on va faire appel effectivement à la façon dont le territoire ou l'espace est relié au reste du monde. À partir du moment où ce territoire ou cet espace est bien relié, où il y a des connexions qui sont correctes d'un point de vue transport, notamment aérien ou maritime, on ne peut plus parler d'isolement. Donc il y a des degrés d'enclavement, et on le sait bien, il y a des espaces continentaux qui sont infiniment plus enclavés, parce qu'on ne parlera pas d'isolement, que des espaces ultramarins ou marins. Au contraire, les îles ont toujours été sur les routes, ont toujours été des relais, des escales. Elles ont toujours occupé une place centrale dans le commerce mondial, et elles n'ont été que, même à l'époque où il n'y avait pas des moyens de transport tels qu'on les connaît aujourd'hui, elles n'ont jamais vraiment été isolées. Donc vous voyez, ce terme est, je pense, d'une certaine manière à proscrire. Et donc on rentre plutôt dans le champ de ce qu'on appelle la topologie. La topologie, justement, c'est l'étude qu'entretiennent les objets entre eux. Et là, c'est infiniment plus riche, vous voyez, d'analyse, et c'est beaucoup plus porteur d'enseignement et de réflexion pour nos étudiants, enfin, ou pour les élèves. Et donc là, on va s'intéresser à l'accessibilité des lieux, et on va s'intéresser à des notions comme la distance temps. Ça, c'est une notion intéressante. Combien est-ce que je mets de temps pour aller du point A au point B ? Là, on est vraiment dans des considérations topologiques. Peu m'importe de savoir s'il y a 1000 km ou 10 000 km. Si je vais de Paris à New York en Concorde, je mets 4 heures. Si j'y vais en avion normal, je mets 8 heures. Si j'y vais en supersonique, je mets 2 heures. Si je vais à la nage, je mets 1 mois, ou 2 mois, ou je ne sais pas combien de temps, et 10 jours en bateau. Donc c'est ça qui compte. Ce n'est pas le fait qu'il y ait 7000 km, ça n'a aucune incidence pratiquement. Donc c'est la distance temps, c'est bien connu, mais c'est bon de le rappeler. Et puis évidemment, la distance coût. La distance coût va avoir une incidence. Et là, peut-être que de ce point de vue-là, l'insularité peut être un frein au développement, ou en tout cas peut parfois présenter certaines limites. La distance coût. Il est bien évident que si je vais de Paris à New York en Concorde, ça me coûtera beaucoup plus cher que si j'y vais à la nage. Donc l'enclavement. Alors il y a des espaces insulaires qui sont très enclavés.
ils sont très enclavés aujourd'hui. On peut donner un exemple. L'exemple, sans doute, un des exemples les plus intéressants. Est-ce que je crois que j'ai oublié de le porter? Ah oui, si, Pitcairn, je l'ai porté sur la carte. Donc voilà la fameuse île de Pitcairn, qui est donc une ancienne colonie britannique et qui est aujourd'hui encore attachée au Royaume-Uni. Donc Pitcairn, c'est les fameux réfugiés du Bounty après la révolte qui sont retrouvés sur cette île. Aujourd'hui, il y a 50 habitants. C'est un archipel, Pitcairn, qui fait quelques kilomètres carrés. Et Pitcairn a la particularité, mais ce n'est pas le seul, à n'avoir ni port ni aéroport. Alors il est bien évident que quand vous êtes sur un espace insulaire, qui est quand même l'île la plus proche, c'est l'île de Pâques qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Le continent le plus proche est le continent latino-américain qui se trouve lui aussi à plusieurs milliers de kilomètres. Que vous n'avez ni port ni aéroport, là on peut effectivement poser la question de l'enclavement. Pas forcément d'isolement, mais on peut se dire que ça devient compliqué. Mais bon, ça c'est un cas très particulier, très spécifique. Mais une fois de plus, on est tout autant enclavé si on est au fin fond de l'Amazonie, ou si on est dans le Grand Nord canadien, ou si on est au fin fond du désert, enfin, etc., etc. Il y a des milieux qui sont infiniment plus contraignants en termes d'enclavement que la mer. La mer, on peut aussi l'envisager comme le lien. La mer, c'est ce qui relie les hommes. De part et d'autre de la mer, il y a des rivages. Et les rivages font le lien beaucoup plus facilement que des espaces, une fois de plus, des espaces désertiques ou glaciaires ou de forêts denses. Donc vous voyez, c'est important. Donc finalement, on en arrive à quoi? On arrive à l'idée qu'on peut peut-être faire des catégories. Alors moi, je m'étais amusé à faire ça. À faire des catégories, on va dire, des niveaux d'insularité. Alors c'est la diapo suivante, j'ai un peu oublié de sauter. C'est gênant de ne pas pouvoir le faire soi-même. Si c'est possible d'avoir la diapo suivante, s'il vous plaît. Ouais, encore la suivante. Encore. Voilà, enfin, bon là c'était une définition, j'ai oublié de vous le donner. Une possibilité justement parce qu'on n'a pas répondu à la question de ce qu'était une île tout à l'heure. On a donné les critères, on a dit éventuellement on peut considérer la taille, on peut considérer... on l'a dit, cette idée d'enclavement ou d'isolement, mais pour autant, on n'a pas répondu à la question de qu'est-ce qu'est une île. Alors bon, là aussi, c'est un vaste sujet, vous n'allez pas y passer des heures, mais la définition première, c'est une terre entourée d'eau. Bon, une terre entourée d'eau, il y en a beaucoup des terres entourées d'eau. L'Australie est une terre entourée d'eau, mais est-ce que pour autant l'Australie est une île 9 millions de kilomètres carrés, en supposant qu'il y a un effet spécifique de l'insularité sur, disons, sur le développement des sociétés, est-ce que le fait de vivre en Australie, ou même le fait de vivre à Madagascar, c'est plus grand que là, c'est 600 000 kilomètres carrés, c'est la France plus le Benelux. J'ai pas l'impression qu'on ait un sentiment d'être spécialement insulaire quand on habite à Madagascar. Bon, donc il y a toute une réflexion, je ne veux pas trop insister parce que ça prendrait beaucoup de temps, sur cette idée de qu'est-ce qu'est une île, quoi. Donc on peut par contre peut-être définir des catégories. Donc moi je m'étais attelé à définir une catégorie que j'appelle les petits espaces insulaires. Donc j'ai bien employé le terme d'espace pour ne pas préjuger du statut politique. Ça peut être aussi bien des espaces indépendants, oui, politiquement, ou des espaces rattachés à des métropoles, peu importe, ça reste des espaces, et insulaires, donc bon, une définition possible serait une terre entourée d'eau de tous côtés, ça on est d'accord, c'est la définition première de l'île, et d'un seul tenant, on évite les îles qui sont rattachées par des ponts, par exemple, ou des structures artificielles à des continents, dont la superficie est inférieure à 11 000 km² et la population inférieure à 1,5 million d'habitants. Bon, c'est une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est critiquable, elle a des limites, c'est évident. On peut toujours se dire pourquoi 11 000 km². Bon, quand même derrière, il y a eu un travail qui a été fait à partir d'une analyse d'une base de données sur tous les espaces insulaires dans le monde. Donc j'ai analysé plusieurs milliers, pour ne pas dire plusieurs, peut-être dizaines de milliers, enfin en tout cas un grand nombre d'îles pour arriver à ce chiffre. Il faudrait que je vous explique comment, mais bon là c'est pas le lieu. Et il y a 1,5 million d'habitants, c'est ce qui est retenu généralement par la Banque mondiale. Je m'y suis référé, même si j'adhère pas toujours à ce que dit la Banque mondiale, mais c'est ce qui est retenu parfois, 1,5 million d'habitants, comme définition d'un petit espace ou d'un petit État. 1,5 million d'habitants, ça peut évoluer. Donc avec ces deux critères, en fait, on couvre toutes les îles de la Caraïbe, du Pacifique, de l'océan Indien. En fait, ça couvre pas mal d'espaces dans le monde. Et peut-être que cette catégorie peut présenter un certain nombre de spécificités. Disons que ça permet d'aller un peu plus loin que la simple définition d'une île. Là, on est dans des petits espaces insulaires. Et il se trouve que tous les outre-mer dont on parle, européens, sont tous, pour ceux qui sont insulaires en tout cas, rentrent tous dans cette catégorie. Ont moins de 11 000 km² et moins de 1,5 million d'habitants.
Donc, si vous voulez bien mettre la diapo suivante, je mettais là aussi, mais je pense que ça ne va pas être très lisible. Donc, bon, rapidement, je vais le commenter. Mais l'idée, c'était de savoir s'il y avait des types d'insularité, en quelque sorte. Est-ce qu'on pouvait faire une classification? Donc, moi, la classification à laquelle je suis arrivé, après avoir croisé un certain nombre de données, notamment l'IDH, donc j'ai pris le niveau de développement, je m'étais intéressé à savoir si on était dans des espaces multi-insulaires, c'est-à-dire des archipels, ou dans des espaces mono-insulaires. Et j'avais pris aussi les statuts institutionnels, savoir si on était dans des espaces intégrés à une métropole ou au contraire indépendants. Bref. Et donc on arrive à une typologie, vous savez que les géographes aiment bien faire des typologies, une typologie en 3 temps, qui sont les suivants. Alors, on aurait l'hypo-insularité, l'insularité et la surinsularité. C'est l'idée que bon, l'insularité serait ce qu'on n'arrive finalement pas à définir, mais bon, on va y revenir. Déjà, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'insularité. Mais malgré tout, pour montrer qu'il y a peut-être des insularités qui le sont un peu moins que d'autres, je parle d'hypo-insularité. Donc dans la catégorie hypo-insularité, en fait, je prends des États développés, donc développés dans le sens économique, ou alors des États qui ne sont pas indépendants, mais qui sont intégrés à une métropole industrialisée. Donc ça va être le cas de la Barbade, de Chypre, de Guam, de la Martinique, de la Réunion. On peut dire qu'on est en situation d'hypo-insularité. Bon là, il se trouve que c'est des États mono-insulaires, une seule île, mais ça marche aussi avec les archipels, Malte, les Bahamas, la Guadeloupe, qui est un archipel, Tenerife, Tahiti, etc. Donc là, on pourrait dire que les effets de l'insularité, finalement, n'ont que ou pas d'importance sur des considérations socio-économiques et politiques. Ce serait l'hypo-insularité. C'est un peu comme si on était dans un espace tout à fait continentalisé. Enfin, c'est vraiment la continentalisation des espaces insulaires, en quelque sorte. Et après, on aurait par contre des situations de sur-insularité. Donc c'est là. Donc la surinsularité, ça supposerait qu'effectivement, dans ces cas-là, peut-être que les effets d'insularité sont ressentis plus ou moins durement sur les dynamiques humaines des espaces considérés. Donc là, évidemment, c'est des conditions un peu particulières. Les cas de surinsularité, c'est soit des îles qui sont secondaires, c'est-à-dire des îles rattachées à un archipel lui-même mal développé, et donc il y a une espèce, si vous voulez, en quelque sorte, l'idée de la double insularité. Très concrètement, si on prend 2 îles, Antigua et Barbuda, ce sont des îles dans la Caraïbe, il y a une île principale qui s'appelle Antigua et il y a une île secondaire qui s'appelle Barbuda. Et il se trouve que l'île secondaire, généralement, et c'est la même chose si on prend le cas de Maurice, avec Maurice et Rodrigue, qui fait partie de la République de Maurice, donc on est dans un archipel. Il se trouve que Rodrigue ou Barbuda, il y en aurait d'autres, j'ai donné d'autres exemples, Sainte-Hélène, Pitcairn, etc. Alors bon, là, il se trouve que c'est des îles, des États, enfin des espaces mono-insulaires, ou des États multi-insulaires, mais avec une île qui se considère comme étant laissée pour compte par l'île principale, donc double insularité. C'est-à-dire qu'en fait, tout le peu de développement, on va dire, profite à l'île principale, et l'île secondaire, pour X raisons historiques, politiques, parfois aussi, on va dire, de l'ordre de la composition de la population, mais enfin, c'est plus lié ça à l'histoire. Il faudrait qu'on donne des exemples, mais on n'a qu'une heure, donc je ne peux pas me permettre de faire trop de digressions. Enfin, en tout cas, dans ces espaces, peut-être qu'il y a un effet de surinsularité. C'est le cas de Pitcairn, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon voilà, c'est un essai, c'est une typologie en soi, elle n'est pas fondamentale dans la mesure où, de toutes les façons, pour autant, on ne peut pas, il ne faut pas amplifier les tendances lourdes de cette typologie parce que les effets de l'insularité ne sont pas clairement démontrés. Donc, bon, en tout cas, ça permet de faire un peu avancer la réflexion, on va dire. Donc voilà, ça me paraît important de vraiment se placer dans ce référentiel, vous voyez, topologique et non pas topographique, voilà, pour éviter le déterminisme. Donc on va passer au point suivant. Les évolutions statutaires différentes. Alors là, je vais prendre justement, là je rentre dans l'exemple des Outre-mer français de manière un peu plus précise. On va voir ce qui s'y passe. Alors la diapo suivante, si vous voulez bien. Là, encore la suivante. Voilà, donc là je suis reparti. Enfin non, avant de rentrer dans les Français plus particulièrement, on va voir une dernière fois comment s'articulent en fait ces outre-mer européens. Donc là c'est la carte du monde. Ce que vous voyez en pointillé sont les ZE. Ouais, revenez juste un instant en arrière. Ce sont les ZE. Alors là, bon, j'avais simplement mis en avant ces ZE parce que il était intéressant de montrer que finalement ces espaces ultramarins, ça c'est un des
disons, une des thématiques que vous pouvez aborder dans cette approche des Outre-mer. Évidemment, on ne peut pas faire l'économie de parler des ZEE, hein, les fameuses zones économiques exclusives. C'est sans doute un des grands atouts, hein, pour les États continentaux européens que de posséder, entre guillemets, des Outre-mer, hein, que de pouvoir jouir d'une ZEE très importante. Si je prends le cas de la France, la ZEE française, qui est la deuxième ou la troisième ZEE, parce que ça, c'est pas clair non plus, tout dépend comment la mesure, il y a encore beaucoup de règlements qui n'ont pas abouti pour définir, hein, ces zones économiques exclusives. Mais en tout cas, aujourd'hui, on estime que la ZEE française, c'est la deuxième plus grande ZEE du monde, et elle fait 11 millions de kilomètres carrés. Mais ces 11 millions de kilomètres carrés sont à 95% imputables aux Outre-mer, hein, puisque hein, si on prend seulement, vous voyez, la ZEE, par exemple, ça c'est la Polynésie française, hein, c'est 5 millions de kilomètres carrés, à peu près 5 millions, etc. Donc si on cumule toutes ces ZEE françaises, on arrive à 11 millions, alors que la ZEE de la France continentale, je crois de mémoire, c'est 300 000 km², quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, par rapport à 11 millions, c'est vraiment très peu de choses. Donc la ZEE, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, par rapport aux revendications territoriales, c'est très, très géographique, par rapport donc à d'éventuels, pas conflits, parce que on ne peut pas matérialiser des frontières, hein, sur la mer. Et puis, il n'y a pas le même affectif, hein. Là, pour le coup, hein, la différence entre l'espace et le territoire, on peut dire que ce sont des espaces marins, ce ne sont pas des territoires, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... il n'y a pas de sentiment national, enfin tout ce qu'on peut connaître, hein, sur des espaces continentaux. Sur la mer, évidemment, ça n'a pas cours. Donc généralement, les conflits liés aux ZEE ne débouchent pas, hein, sur des... enfin, disons que ce sont des conflits juridiques entre les États à grand renfort, hein, d'avocats internationaux pour essayer de revendiquer, de dire nous, on a une légitimité sur ce bout de terre émergé qui va nous donner la possibilité d'avoir une ZEE. Hein. Donc il y a comme ça un certain nombre de conflits dans le monde, mais je vous répète, c'est jamais suffisamment aigu pour engendrer des guerres, ou enfin en tout cas de la violence. Mais en revanche, hein, ces ZEE, elles représentent un potentiel, évidemment un potentiel économique pour les États qui les possèdent. Hein. Donc ça peut être des ressources halieutiques, comme vous le savez, ça peut être des ressources de matières premières, pétrole, nodules polymétalliques, pour le jour on les exploitera, donc c'est les fameux nodules polymétalliques qui sont, comme vous le savez, à des profondeurs importantes. Aujourd'hui, c'est pas rentable d'aller les chercher, et qui sont riches de différents métaux et matières premières. Donc aujourd'hui, il y a toute cette dimension ZEE qui constitue sans doute un enjeu majeur, parce qu'avoir une ZEE, c'est aussi la gérer. Hein, c'est pas le tout d'avoir 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, après il faut être capable de la surveiller, éventuellement, de la gérer et de l'exploiter. Donc évidemment, plus le pays est riche, et au plus il aura de facilité à exploiter cette ZEE. Et pour les pays les plus pauvres, généralement, il y a des licences qui sont vendues à des exploitants, des grandes compagnies de pêche internationales qui vont, moyennant une redevance, pouvoir exploiter la ZEE en question. En tout cas, dans le cas de la France, hein, c'est 11 millions de kilomètres carrés. Donc sur la diapo suivante, si vous voulez bien. Oui, alors en fait, oui, c'est ça. Là, je suis dans nos Outre-mer français directement cette fois. Donc on retrouve, il y a principalement aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux statuts. Finalement, ça s'est resimplifié. Il y a eu des étapes, je ne vais pas vous faire toutes les étapes. On est passé effectivement des dom-tom, qui n'existent plus, à ce qu'on pourrait appeler les dom-com, en quelque sorte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui très concrètement? Vous le voyez sur cette diapo-là. Vous avez donc Guadeloupe, on l'a déjà dit, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion, qui sont donc ce qu'on appelle des départements d'outre-mer, et qui sont aussi d'ailleurs au passage donc des RUP, des régions ultra-périphériques, sauf pour Mayotte, qui le sera peut-être, mais c'est peu probable, parce que l'avantage d'être RUP, donc c'est en fait au regard de l'Union européenne, c'est la possibilité de pouvoir donc bénéficier d'aides supplémentaires au titre de la périphéricité, de l'ultra-périphéricité. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Disons que l'ultra-périphéricité, elle s'est fondée principalement sur une distance euclidienne. Donc c'est pas très pertinent, mais enfin tant mieux, tant mieux pour les Outre-mer, mais d'un point de vue scientifique, c'est pas très satisfaisant. C'est-à-dire qu'on retrouve là aussi l'expression de ce qu'on pourrait appeler l'insularisme. Alors l'insularisme, c'est un vocable que vous pouvez développer un petit peu peut-être avec vos étudiants. C'est l'idée, l'insularisme, ce serait la propension à exagérer le fait insulaire comme étant un frein au développement en quelque sorte. Vous voyez, mais en fait c'est du lobby politique. Hein, c'est de dire, regardez, nous sommes dans un espace insulaire qui est éloigné des centres mondiaux, européens ou américains,
américains. Et donc, à ce titre-là, nous sommes isolés. Et donc, nous avons besoin de davantage d'attention pour pouvoir assumer notre développement. Vous voyez, c'est ça un peu la rhétorique, et qui fonctionne d'ailleurs relativement bien. Parce qu'il y a un puissant lobby, hein, aujourd'hui on peut le dire, il y a un puissant lobby insulaire à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau international, à tel point d'ailleurs ça en devient drôle, parce que si vous regardez par exemple le Small Island Development States Network, c'est un réseau, hein, donc de petits espaces insulaires en développement dans le monde, d'accord. Ils se sont constitués en association, donc on retrouve la plupart des petits espaces insulaires dans le monde, mais aujourd'hui on y retrouve, si vous allez sur le site internet du CISNET, ça s'appelle comme ça, vous allez retrouver des pays comme la Guyane, hein, des pays comme le Suriname, des pays comme, je crois même qu'il y a le Nicaragua, bon, bref, des pays qui sont tous, sauf si on vraiment s'arrête à la définition d'une île, une terre entre deux. En Guyane, c'est pas vraiment une terre entre deux. Enfin, en Guyana d'ailleurs, c'est pas la Guyane, c'est la Guyana, hein, c'est l'ex-Guyane britannique. Donc on retrouve des pays aujourd'hui, donc on voit à quel point c'est du lobby, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer dans ce groupe, alors effectivement des pays qui partagent des préoccupations de développement avec ces espaces insulaires, mais ce qui montre bien que ce n'est pas l'insularité qui pose, quand il y a des problèmes, qui pose des problèmes, c'est tout simplement, une fois de plus, très souvent des problèmes politiques d'ailleurs, mais bon, il faudrait voir dans le détail suivant les pays, hein, donc c'est du lobby. On retrouve ça avec l'AUF, hein, avec la francophonie. Aujourd'hui, dans le groupe, hein, dans la francophonie, on retrouve des pays comme la Roumanie, des pays comme la Bulgarie, des pays, même d'autres, hein, qui sont vraiment bien loin d'être francophones, mais ça grossit les rangs de la francophonie. Hein. Sur le papier, on est 1 milliard. Bon, en réalité, il y a 150 millions de francophones dans le monde, à peu près. Hein. Bon, après, il y a plus ou moins de discussions autour des chiffres. Mais bon, là, c'est un peu cette idée-là. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'insularisme. Hein, c'est cette propension. Et donc on retrouve ce statut de RUP, hein, de région ultra-périphérique, alors qu'on ne sait même pas ce que ça recouvre vraiment. En tout cas, ça marche. Et Mayotte, pour le moment, n'est pas encore, peut-être qu'elle ne le sera jamais d'ailleurs, une région ultra-périphérique. Alors c'est même plus compliqué, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il se trouve qu'en Guadeloupe, il y a eu une évolution en 2003 qui a fait que deux communes de la Guadeloupe qui s'appellent Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont sorties de ce département, ne sont plus communes de la Guadeloupe et sont devenus des COM. On va voir ce que sont les COM dans un instant, des collectivités d'outre-mer. Et à ce titre-là, alors c'est complexe parce que Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont devenus des COM, mais en restant quand même des RUP. Alors que normalement, les RUP, c'était uniquement pour les DOM. Enfin, les DOM plus Açores et Madère et Canaries. Mais si on parle que des Français, c'était uniquement en fait les 4 DOM. Donc c'est un peu un statut en devenir. Sachant que de toutes les façons, à très court terme, en 2012, Saint-Barthélemy ne sera plus un RUP. Enfin bon, je ne veux pas trop vous embrouiller avec tout ça, mais c'est important. Ça a quand même une certaine incidence. Donc on retrouve des COM. Ensuite, la deuxième catégorie, à part ces 5 DOM, donc c'est la diapositive suivante, si vous voulez bien. Diapositive suivante, on va voir qu'il y a, voilà, donc on retrouve les COM. Hein, les COM, ce sont des collectivités d'outre-mer et aussi ce qu'on appelle des collectivités sui generis. C'est-à-dire qu'on n'a pas su trop où les mettre, les sui generis. Elles ne sont pas vraiment collectivités d'outre-mer, elles ne sont pas départements d'outre-mer, elles sont à nul autre pareil. C'est ça l'idée, hein, c'est un statut spécifique. Donc il y a quand même finalement 2 catégories et demie, on va dire. Hein. Il y a DOM, COM et les sui generis. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? Ce que je vous disais il y a un instant, en fait on y retrouve ce qu'on appelait en gros avant les TOM, hein, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Donc il y a Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie. On y retrouve donc Saint-Barthélemy et Saint-Martin, je viens de vous expliquer pourquoi et comment, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, et enfin ce groupe un peu hétéroclite là, qu'on appelle les TAF. Elles sont les terres antarctiques et australes françaises qui regroupent, donc vous le voyez elles-mêmes, pas mal d'espaces, hein, puisqu'on a ce qu'on appelle ici les îles éparses. Hein, il y a des îles éparses plus Tromelin, plus les Glorieuses, plus Crozet, Kerguelen, Nouvelle-Amsterdam et les îles Saint-Paul, et enfin la Terre Adélie, 400 000 km². Tout ça forme ce qu'on appelle les TAF. D'ailleurs, il y aura une table ronde pendant ce festival sur les TAF. Ça sera sûrement très intéressant parce que c'est des choses qu'on connaît mal. Et au passage aussi, nous avons Clipperton. Alors Clipperton, c'est un îlot français qui est classé dans la catégorie des propriétés domaniales de l'État. Vous voyez, comme il y en a d'autres, hein, des propriétés domaniales de l'État, mais donc il n'y a pas de statut particulier en fait pour Clipperton. Clipperton n'est ni un DOM ni un COM, et surtout c'est inhabité. Hein. Et donc Clipperton, par contre, voilà, on parlait tout à l'heure des ZE, vous le voyez là-dessus, hein, voilà, Clipperton, c'est le cercle parfait. C'est-à-dire que c'est un îlot émergé de quelques mètres carrés, et en plus qui n'est pas vraiment immergé tout le temps.
il est émergé uniquement à marée basse, ce qui pose un problème au regard du droit international. C'est-à-dire que normalement, Clipperton ne devrait pas donner à la France la possibilité d'avoir la ZEE en question, puisque normalement, la définition de la ZEE, c'est qu'il faut que la terre soit émergée en permanence. Donc les Français ont mis du béton, du ciment, mettent un drapeau, essaient de faire monter un peu Clipperton au-dessus de la mer. Non, mais c'est vrai, hein, il y a un bateau régulièrement qui passe pour vérifier que le drapeau est toujours là et faire en sorte que ce soit plus ou moins émergé. Mais en fait, ça l'est pas. Bon, c'est inhabité par ailleurs, mais 400 000 km² de ZEE. Hein, c'est pas négligeable. 400 000 km², c'est autant que toute la ZEE de la France continentale sur un îlot de quelques mètres carrés. Hein, vous voyez, bon, c'est tout le jeu là qui s'articule autour de ces ZEE dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Je ne sais plus. Mais c'est... En tout cas... Voilà, une dizaine de minutes, non, mais c'est bien, on va y arriver. Tant pis, on ne fera pas les évolutions statutaires comme je voulais le faire. De toute façon, il y aura une autre, avec mon collègue David Lorion, on fait une table ronde ou une conférence débat, je ne sais plus très bien, sur l'évolution statutaire justement des départements d'outre-mer. Donc là, on ne pourra pas le faire, je voulais le faire ici, mais si ça vous intéresse, c'est demain à 15 h. Voilà. Donc ce sera l'évolution des outre-mer français. Donc je veux bien la diapositive suivante. Ah oui, alors là, voilà, ce que j'avais mis là-dessus, c'était justement, pour en revenir un instant sur la distance temps et la distance coût. Hein, là, ce que j'ai mis, c'est effectivement les distances, vous voyez, en euclidienne, entre les Outre-mer et la France, et la métropole, on va dire, donc des quelques milliers de kilomètres, plus ou moins. Et j'ai mis aussi le nombre d'heures qu'il faut pour y aller. Donc, vous voyez, c'est pas très satisfaisant. Enfin, là, on a un nombre d'heures. Bon, par contre, ce qui va être plus intéressant, c'est la diapositive suivante. Voilà. Sur la diapositive suivante, ce qui est intéressant, c'est de montrer que la distance euclidienne, une fois de plus, n'est pas fondamentale. Elle n'est pas fondamentale. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de Mayotte, bon, c'est en train d'évoluer depuis peu, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je prends qu'un exemple, pour aller de Paris à Mayotte, il y a 8000 km, 8500 km. Je vais mettre plus de temps pour aller de Paris à Mayotte que pour aller de Paris à La Réunion, pour la simple et bonne raison que je suis obligé de faire Paris-La Réunion, et ensuite, de La Réunion, je repars sur Mayotte. Donc, une fois de plus, la distance euclidienne n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le temps que je mets. Et si je reviens sur la diapo précédente un instant, parce que j'ai plus le chiffre en tête exact, hein, voilà, pour aller à Mayotte, je vais mettre 15 heures alors qu'il y a 8000 km, alors que pour aller à La Réunion, je vais mettre 11 heures alors qu'il y a pratiquement 10 000 km. Hein, bon là c'est en train de changer parce qu'il y a un vol direct qui vient de s'ouvrir maintenant sur Mayotte. Mais alors dans ces cas-là, merci de revenir là, si je prends Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est encore plus flagrant. Parce que pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut que je fasse Paris-Halifax ou Paris-Montréal, enfin il faut que j'aille au Canada, et de là je reviens en arrière pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est finalement seulement 4000 km. Si vous voulez revenir un instant en arrière, j'ai plus là, pareil, les chiffres. Voilà. Oui, c'est 4600 km, mais par contre je vais mettre 16 heures. Je vais mettre 16 heures pour parcourir ces 4600 km. Tout simplement, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a un stop. Donc une fois de plus, distance euclidienne n'est pas fondamentale. Ce qui intéresse la personne qui monte dans l'avion, c'est de savoir si elle va mettre 5 heures, 10 heures ou 15 heures, et savoir si elle va payer tel ou tel prix. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il est intéressant de voir que ça ne va jamais assez vite. Hein, ça, c'est quand même, on peut le dire aussi aux étudiants, c'est remarquable, cette idée-là. Parce qu'avant, pour aller à La Réunion, hein, avant l'aviation, ben, on y allait en bateau, on mettait 1 mois et demi. Ensuite, il y a eu l'avènement des avions, mais même un avion, on mettait 6 jours pour faire Paris-La Réunion. Il y avait des tas d'escales en Afrique, enfin, c'était vraiment des sauts de puce, on mettait 6 jours, puis après, on a mis 5, on a mis 4. Aujourd'hui, on met 10 heures, mais c'est encore trop long. Hein, les gens montent dans l'avion en disant, oh là là, 10 heures, c'est terrible. Hein, alors qu'évidemment, 10 heures par rapport à 1 mois et demi, c'est rien. Et même si on mettait 4 heures pour y aller, on dirait encore, oh là, 4 heures, c'est long. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est que de toute façon, l'humain est ainsi fait, sans doute. Hein, c'est un puissant fin. Bon, enfin, c'était une parenthèse, ça. Voilà. Donc, la relation distance-temps, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez insister. Voilà, si vous avez la diapositive suivante, bon, ça c'est assez classique, hein, cette diapositive, elle est intéressante, je trouve, puisqu'elle replace les Outre-mer à l'échelle de la métropole française, et on voit, bon, voilà, bon, je n'ai pas mis dans cette carte, je n'ai pas mis la Terre Adélie, puisque la Terre Adélie c'est 400 000 km², elle est inhabitée si ce n'est par des scientifiques. Et évidemment, elle est aussi grande que la France métropolitaine. Mais sinon, vous voyez, ça permet simplement de resituer. Hein, c'est important pour les étudiants de visualiser ces espaces. Donc on voit que la Guyane, effectivement, 90 000 km² est l'espace ultramarin le plus important par la taille, pas du tout par la population. Par la population, c'est la Réunion avec 800 000 habitants, mais c'est 2500 km² la Réunion, alors que la Guyane, je viens de le dire, 90 000 km². Enfin voilà, vous retrouvez tous les Outre-mer. Vous voyez que la Nouvelle-Calédonie a une taille aussi relativement imposante, avec à peu près 16 000 km².
pour la Grande Terre, mais néanmoins 200 000 habitants. Enfin bref, en tout cas là, ça permet simplement de replacer les territoires dans leur contexte. Voilà, diapositive suivante. Bon, là, j'avais remis les terres australes et antarctiques françaises parce que c'est mal connu. Hein. Pour les autres, ne sont pas forcément très connus, mais là, c'est particulièrement mal connu. Enfin, vous pouvez passer. C'est pas fondamental. Ouais, bon, ça, là, j'aurais pas avoir le temps parce qu'il me reste 5 minutes. Hein, ça aurait été. Enfin, ouais. Bon. Non, mais c'est pas grave. Simplement, voilà, si vous voulez, c'était ce que je voulais simplement mettre en avant. Non, mais ne la mettons pas, cette typologie, c'est trop compliqué. Revenez simplement encore en arrière, si vous voulez bien. On va revenir un instant. Si vous voulez revenir sur la première diapo où on voyait les Outre-mer dans le monde, c'était simplement pour souligner la propension dans ces évolutions statutaires sur lesquelles on va s'attarder avec David Lorion, mais dans le cadre des Outre-mer français, on peut quand même dire un mot sur les autres Outre-mer, justement européens, où on voit qu'il y a une propension à la balkanisation. Ouais, ça, c'est une thématique qui peut être intéressante aussi. La balkanisation, on la lit très bien dans ce qu'on appelle les Antilles néerlandaises. C'est-à-dire jusqu'à octobre 2010, donc il y a un an, les Antilles néerlandaises étaient constituées de 5 îles. Curaçao, Bonaire, et 3 petites îles qui s'appellent Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin. Vous savez que Saint-Martin est moitié française, moitié néerlandaise, ce qui fait dire d'ailleurs que la France a une frontière avec les Pays-Bas. Ce qui n'est pas le cas évidemment en Europe, mais on a une frontière avec les Pays-Bas. Grâce à ces outre-mer sont pleins comme ça de surprises et de particularismes qui sont tout à fait intéressants. Puis généralement, ça fait un cours vivant quoi, quand on parle de tout ça, d'imaginer qu'on a une frontière avec les Pays-Bas. Cela étant, les étudiants ne réalisent pas toujours qu'on n'a pas de frontière de toute façon avec les Pays-Bas en Europe, donc finalement ça ne les surprend pas tant que ça. Donc ça tombe un peu à l'eau, mais enfin bon, on va supposer qu'ils le savent. Et toujours est-il que ces 5 îles, ce qu'on appelle les Antilles néerlandaises. Aujourd'hui, les Antilles néerlandaises viennent d'exploser, enfin de se désagréger, si on peut dire, en 5 entités. C'est-à-dire que jusque-là, les Antilles néerlandaises faisaient partie des Pays-Bas. Alors c'est complexe, parce que les Pays-Bas, c'était un royaume dans lequel on retrouve les Pays-Bas eux-mêmes, Aruba, c'était cette île, une petite île qui est là, plus les Antilles néerlandaises. Donc c'était un royaume tripartite, il y avait 3 parties, avec des pouvoirs très bien équilibrés d'ailleurs, un pouvoir central évidemment à La Haye, mais après une décentralisation assez bien pensée, je trouve, par les Pays-Bas. Mais néanmoins, pas suffisamment. Parce que malgré tout, les Antilles néerlandaises sont passées de cette fédération de 5 îles à aujourd'hui 5 îles qui ont chacune un statut propre au sein du royaume des Pays-Bas. Donc on voit cette propension à la revendication. C'est-à-dire que dès qu'on est en milieu multi-insulaire, on l'a vu tout à l'heure avec la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ont voulu sortir de la Guadeloupe, et ça peut se comprendre. Tout à fait, on peut en parler là aussi des heures, il y a des logiques. La Guadeloupe était quand même à 2 heures de vol de Saint-Martin, et la préfecture de Saint-Martin, enfin la préfecture de la commune de Saint-Martin se trouvait à Basse-Terre. Enfin oui, il y avait quand même des incohérences territoriales. Pourquoi Saint-Martin devait être rattaché finalement à la Guadeloupe, bon. Donc il y avait des raisons, quoi. Plus après économique et politique. Bon, Saint-Martin, c'est un cas très particulier, plaque tournante de la drogue, enfin il y a plein de choses à dire là-dessus, quoi. Bon. Mais en tout cas, cette propension est réelle. Si je prends le cas des Antilles néerlandaises, donc aujourd'hui, tout simplement, en fait, là, c'était un problème, on va dire, économique, plus particulièrement. C'est-à-dire qu'il y avait une île plus riche que les 5 autres et qui, en fait, refusait plus ou moins d'entretenir, entre guillemets, les 5 autres. Enfin, il y en avait 2 qui étaient plus riches, c'est Curaçao et Bonaire, et qui ne voyaient pas pourquoi elles entretiendraient les îles du Nord. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours vous voyez, ces revendications, que ce soit pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons parfois même humaines, ethniques, on va dire, entre guillemets. L'ethnie, on peut en parler, comme vous le savez, c'est un terme qui est aussi très galvaudé, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, ça peut être pour des histoires de composition de population. Et il y a ces revendications, et ces revendications qui peuvent aller vraiment jusqu'à la scission, au saucissonnage de ces espaces qui, au fur et à mesure, se retrouvent de plus en plus coupés les uns des autres. Ce qui est là aussi, donc vous voyez un peu un double mouvement. Il y a un mouvement centrifuge, c'est celui-là, et il y a un mouvement centripète qui serait celui de l'exemple de Mayotte. Mayotte qui veut s'intégrer, s'arrimer à la métropole. Et de l'autre côté, des espaces qui, eux, au contraire, veulent s'éloigner les uns des autres. Donc ça, c'est quand même tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Et en tout cas, il y a vraiment une difficulté au vivre ensemble, le séparatisme. Et alors ça, peut-être que c'est spécifiquement insulaire, mais finalement non.
hein, parce que si on prend le cas de la Yougoslavie, on voit que ça s'est balkanisé, hein, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Donc finalement, là non plus, c'est pas parce qu'on est en milieu insulaire, c'est tout simplement parce qu'on est dans des divergences, complexes, hein, liées à l'histoire, à beaucoup de choses. Mais néanmoins, ça existe aussi en milieu insulaire. Hein, on pourrait prendre un dernier exemple, c'est le cas de Rodrigue. Hein, si je prends le cas, on en a parlé tout à l'heure, donc ici vous avez à côté de la Réunion, nous avons Maurice, et à côté de Maurice, donc il y a la fameuse île de Rodrigue. Rodrigue, pendant très longtemps, a milité pour au moins l'autonomie. Peut-être pas l'indépendance, mais elle voulait plus d'autonomie au sein de la République mauricienne. Ils ont obtenu un parlement en 2002, ça a été un combat, 50 ans de combat à Rodrigue pour avoir davantage d'autonomie. Bon, une autonomie purement institutionnelle. Hein. Après, évidemment, tout le problème, c'est l'autonomie économique. Hein. Mais on retrouve comme ça, il y aurait beaucoup d'exemples finalement d'archipels qui sont menacés, hein, soit qui sont déjà passés à l'acte, soit qui sont menacés d'explosion. Hein. C'est le cas d'Antigua Barbuda, c'est le cas de Trinidad et Tobago, peut-être des îles dont vous avez entendu parler, c'est le cas de Saint Kitts Nevis. Enfin, on peut les multiplier. Et voire même, on a parlé au niveau français, je terminerai là-dessus, hein, on a vu qu'il y a eu ce cas de figure avec la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais on retrouve ça aussi en Polynésie. Hein. En Polynésie, les Marquisiens se sentent absolument pas tahitiens. Les Marquisiens, c'est pareil d'ailleurs pour tous les archipels de Polynésie, hein, que ce soit les Marquisiens ou les Australes, enfin tous les archipels ont leur identité, ont parfois leur langue, ont leurs revendications. Hein, et pour eux, en fait, quelque part, Tahiti ou Papeete joue le rôle de Paris à l'échelle des Outre-mer, enfin à l'échelle de la Polynésie, c'est un peu ce rôle d'hypercentralité, de tout converge vers Papeete. Et ça, les Marquisiens, par exemple, ne sont pas d'accord avec ça. Hein, donc ils préféreraient être à la limite toujours dans le giron d'une métropole qui s'appelle la France, mais sans être forcément d'abord tributaire d'un premier sas qui est Tahiti et les îles sous le vent. Voilà, hein, vous voyez. Donc là aussi, c'est tout à fait caractéristique, hein, de ces espaces ultramarins français, mais pas seulement. Bon, alors il y a des solutions sans doute à apporter, je terminerai là-dessus, ce sera peut-être la conclusion, mais on en reparlera avec David. Hein, la possibilité, c'est peut-être de finalement réfléchir à des nouvelles formes, hein, de gouvernance qui ne soient pas soit d'un côté l'indépendance ou de l'autre côté la dépendance. Entre les deux, il y a sans doute un moyen terme, hein, justement des formes d'autonomie. Et notamment, il me semble que l'idée de la citoyenneté néo-calédonienne, de ce point de vue-là, et même si on en voit encore aujourd'hui quelques limites, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le drapeau, on ne s'est pas mis d'accord sur l'hymne, mais j'espère que ça va évoluer. Mais en tout cas, il y a cette espèce de moyen terme, hein, qui consisterait en fait à donner une très très large autonomie à certains de ces espaces, tout en restant quand même rattaché à une république qui se veut unitaire par certains côtés, mais avec des spécificités qui s'exprimeraient pleinement dans la citoyenneté. Et d'ailleurs, ce modèle de la citoyenneté partagée, c'est comme ça qu'on l'appelle, la citoyenneté partagée, on pourrait aussi la retrouver, par exemple, dans les peuples autochtones, chez les peuples autochtones qui vivent dans grands États continentaux. Hein, je pense notamment, par exemple, aux Inuits, on en a parlé tout à l'heure, au Canada, aux aborigènes en Australie, aux Maoris en Nouvelle-Zélande. Hein, on pourrait très bien imaginer que ces autochtones, mais qui se retrouvent minoritaires finalement chez eux, hein, si vraiment on doit remonter le cours de l'histoire, il y a évidemment une logique, mais ils sont très marginalisés politiquement, économiquement, socialement. Hein. Vous connaissez tout ça, hein, on retrouve vraiment des indicateurs de mortalité infantile, d'espérance de vie qui sont très très largement en deçà de la moyenne nationale de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie ou du Canada. Donc sans doute ça serait une possibilité pour ces pays, hein, que de trouver une place au sein de leur nation, enfin de leur république, mais avec cette forme de gouvernance et notamment cette citoyenneté partagée. Ce serait peut-être une alternative, hein, entre souveraineté et dépendance. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui dans les outre-mer européens du Groenland. Hein, vous savez que le Groenland, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le Groenland, qui est lui-même rattaché au Danemark, vient d'obtenir une autonomie très très poussée, et sans doute la finalité, ça va être l'indépendance pour le Groenland, pour le Danemark, le Groenland, qui est encore aujourd'hui rattaché, mais il y a du pétrole, il y a des intérêts, enfin là aussi c'est très complexe, mais sans doute que ça va évoluer. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire. L'heure est arrivée à son terme, donc je vous remercie, et puis on peut peut-être passer à la question.
Oui, merci vivement à François Taglioni de nous avoir donné quelques éclairages sur un sujet, 1 heure pour traiter d'un sujet pareil. Voilà. Alors, donc tout de suite, on a encore quelques minutes hein, pour des questions. Simplement, une remarque, c'est que ce que vous nous avez bien dit, c'est qu'on peut faire de très belles leçons de géographie, hein, à partir des études des Outre-mer, et notamment relativiser relativiser cette notion d'île, d'insularité est très intéressante. Il y a des îles sûrement au milieu des continents. Hein, et d'autre part, relativiser aussi beaucoup de nos approches hein, sur l'ultra-périphicité, sur l'insularité, sur l'enclavement, l'isolement. Ce sont des notions très importantes qu'on a d'ailleurs écrites dans notre nouveau programme de géographie première et sur lequel, effectivement, on souhaite que vous puissiez, avec les élèves, apporter de vrais regards critiques et relatifs. Hein. Et merci beaucoup de cette distanciation parce que, au fond, on approche assez mal ou pas assez hein, les Outre-mer à travers ce regard tout à fait relatif. Alors évidemment, la diversité est telle dans l'Outre-mer qu'on s'y perd beaucoup. Et avec les élèves, il faut choisir, mais au moins hein, qu'on ne passe pas à côté de réflexion sur des notions aussi fondamentales que celle-là et sur cette relativité. Donc on a encore quelques minutes pour échanges et questions, remarques, contestations, critiques, approbations. Si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Hein. Oui, merci. Je m'appelle Sébastien Carlotti, je travaille à Strasbourg. Et je voulais demander au sujet de la définition de l'insularité que je trouve intéressante, à savoir moins de 11 000 km², moins de 1,5 million. Mais j'ai un cas en Europe que j'ai vu et qui fait passer d'un côté la Corse et de l'autre côté la Sardaigne, si j'ai bien vu. Hein. La Corse a moins de 1 million d'habitants et moins de 11 000 km². La Sardaigne a plus de 1,5 million d'habitants. Donc c'est sur ça que je vous ai dit. Et puis, d'autre part, est-ce qu'il y a aussi, la vicinité entre deux îles qui est importante? Justement, dans le cas de la Corse, on peut voir la Sardaigne et vice-versa. Est-ce que, alors généralement, le fait que deux îles soient plus éloignées ou plus proches joue? Voilà, c'était ma question, merci. Ouais, bon, ce que vous dites est tout à fait juste, hein, ça soulève tout simplement le problème des limites. Hein, les limites statistiques sont toujours critiquables. Pourquoi est-ce qu'on est vieux après 65 ans et pourquoi on est plus jeune à partir de 15 ans? Statistiquement, les moins de 15 ans sont jeunes et les plus de 65 ans sont vieux. Et entre les deux, on est adulte. Donc vous voyez, pourquoi est-ce qu'une montagne, enfin qu'est-ce qui différencie une montagne, une colline? Ouais, c'est très récurrent et en soi, et ça prouve bien que de toute façon, donner une définition d'une île, on trouvera toujours le contre-exemple ou la limite à ce que, bon, effectivement, la Sardaigne, est-ce que la Sardaigne est une île? En tout cas, moi, ce que j'ai défini, c'est pas tout à fait une île quand même, c'est les petits espaces insulaires. Vous voyez? Bon, alors c'est peut-être une manière de se protéger, mais simplement, voilà, je considère que la Sardaigne ne rentre pas dans le cadre des petits espaces insulaires. Hein, tout simplement. Et par contre, j'ai pas bien compris votre deuxième question, excusez-moi. La deuxième question, c'était de savoir si quoi? Si le fait que quand on est dans une île et qu'on en voit une autre, je veux dire, au niveau du ressenti. Oui. Hein, alors là tout à fait. Là, on rentre, j'en ai pas parlé, hein, j'ai parlé tout à l'heure de l'insularisme, on pourrait parler de ce qu'on appelle l'illéité. Donc ça, vous pouvez éventuellement aussi le développer avec les élèves. L'illéité serait la façon, et c'est très intéressant, la façon dont les insulaires vivent leur insularité. C'est ça l'illéité, c'est la façon de vivre. Et là, on n'est plus dans des faits objectifs, on n'est plus dans du 11 000 km², de 1,5 million d'habitants ou que sais-je. Là, on est dans les représentations, on est dans vraiment de la géographie sociale, dans du vécu. Donc, et là, on rentre justement dans le territoire, on n'est plus dans l'espace. Voyez, et là, à partir de là, tout est envisageable. Je veux dire que si un entier, il a le sentiment d'être isolé sur son île, il a le droit. Parce que ça s'est transmis de génération en génération, et peut-être qu'effectivement, parce que tout à l'heure je parlais de la distance coût, la distance temps, le coût il est quand même là aussi pour prendre l'avion, même si dans l'absolu, finalement, on n'est pas si enclavé que ça, on n'est pas si éloigné, mais il y a toujours quand même la contrainte économique. Donc on peut très bien se sentir isolé. Mais ça, c'est pas, une fois de plus, proche
propre aux îles. C'est-à-dire si vous habitez dans un arrière-pays, dans une haute vallée de montagne, on peut avoir un sentiment aussi comme ça d'isolement. Hein. Donc c'est pas le fait d'être sur une île. Et même si vous allez expliquer à la personne qui vit dans sa haute vallée de montagne qu'il suffit qu'elle prenne sa voiture et 2 heures après elle est dans la vallée, elle est ou dans une ville. Mais elle va vous expliquer que, en tout cas, elle le vit comme ça. Donc vous voyez, c'est tout ce monde de la représentation et sur lequel a beaucoup travaillé notamment Joël Bonnemaison et puis d'autres. Et effectivement, là, ça ouvre un champ d'investigation qui est considérable. Mais quand on s'intéresse au développement économique, aux facteurs politiques, il est difficile de faire entrer en ligne de compte complètement, en tout cas, ces représentations, parce que sinon, on ne peut plus gouverner, ça devient ingérable. Hein. Donc évidemment, le politique, lui, d'ailleurs, on parle bien on devrait parler d'aménagement, comme vous le savez, de l'espace, et pas d'aménagement du territoire. Il est inaménageable, le territoire, par définition, puisque de toute façon, il y a toujours un affectif qui fait que les gens ne seront pas d'accord. Hein, donc c'est un peu cette idée-là. L'île est aménageable à partir du moment où elle est considérée comme un espace, mais à partir du moment où ça devient un territoire approprié, c'est fini. Bonjour, Nicole Valois, professeure d'histoire-géographie en lycée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à partir d'un exemple, la Réunion ou les Antilles, quelle part prend la France dans leur développement par rapport à leur lien avec les espaces qui sont à côté? Par exemple, quelle est l'importance des flux régionaux par rapport aux flux avec la métropole? Est-ce que ça joue vraiment un rôle? Alors disons que là, il y a beaucoup de... C'est complexe, c'est une question très vaste. Hein. Disons qu'il y a deux réponses possibles à ce que vous dites. Déjà, il y a une préoccupation, aujourd'hui, ça soulève tout le problème de l'intégration régionale. Et c'est vraiment intéressant ça aussi. Je ne l'ai pas abordé parce que je ne pouvais pas tout aborder. Mais effectivement, c'est bien que vous en parliez parce que la thématique de l'intégration régionale est fondamentale pour ces espaces ultramarins. C'est-à-dire que de façon, on va dire, très rationnelle, il serait logique que les Antillais soient vraiment épanouis dans leur espace Caraïbe, que les Réunionnais, les Mahorais soient en tout cas en prise avec les réalités de l'espace India-Océanique, en tout cas dans le sud-ouest, etc. etc. Bon. Et ça, on voit qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté structurelle déjà, de par cette appartenance, de par cette intégration à l'Union européenne, même d'un point de vue des règlements douaniers, des règlements financiers, hein, qui fait que vraiment là, pour le coup, on peut peut-être parler de forme d'isolement, parce qu'on est contraint par ce cadre européen. Donc il y a une très grande difficulté pour ces espaces à trouver la voie de l'intégration régionale, hein, sans parler des obstacles liés à la langue, parfois, liés à la monnaie, enfin bon, liés à l'histoire aussi. Donc il y a cette problématique de l'intégration régionale. Il y a eu des efforts, hein, ça fait des années, des décennies qu'il y a un discours et qu'il y a des réflexions et qu'il y a des tentatives pour donner davantage déjà d'autonomie à ces espaces ultramarins pour qu'ils puissent eux-mêmes, de leur propre chef, en tout cas via les instances institutionnelles, régions, départements, etc., tisser des liens de coopération régionale avec des espaces voisins. D'ailleurs, pas forcément que ultramarins, ça peut être des espaces voisins continentaux. Je pense à l'Afrique australe pour la Réunion, ou l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud pour les Antilles-Guyane. C'est plus compliqué dans le Pacifique, parce que là, on est vraiment dans des mondes profondément insulaires. Hein, il y a peu d'espaces continentaux à proximité, on va dire. Hein. Mais effectivement, toutes ces dynamiques, elles sont tout à fait fondamentales parce que sans doute que l'avenir des Outre-mer français passera par ça. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'une espèce de pont. Il y a un pont invisible entre l'Europe, entre Bruxelles et tous les Outre-mer, mais sans doute que ça a des limites, quoi. Hein, voilà, on passe à côté de potentialités, mais on est contraint. Pour le moment, il y a vraiment de très très fortes contraintes. Alors maintenant, là, votre question de savoir quels sont les flux, les flux, c'est 90%. Enfin, tout se fait vers la métropole, tout. Les flux aériens, les flux touristiques, si on mesure ces flux, c'est un peu différent une fois de plus dans le Pacifique, mais en tout cas pour la Caraïbe et l'océan Indien, c'est très majoritairement vers la métropole que ça se passe. Les flux commerciaux, financiers, téléphoniques, tout. Voilà. Mais il faudra sans doute que ces choses évoluent un petit peu, quoi. Après, il y a un fantasme aussi, hein, par rapport à ça. Enfin, il faudra en parler, mais il n'y a pas forcément plus de flux entre Paris et les Antilles qu'entre Paris et le Limousin, quoi. Par exemple. Hein. Il y en aurait peut-être même moins. Hein. Donc, vous voyez, là aussi, c'est à relativiser, quoi. D'autres, une dernière question sûrement, ou remarque? Bonjour, je m'appelle Seyd Ahmed Seydali, doctorant en géopolitique. Donc je travaille sous l'archipel des Comores, l'Union des Comores, Mayotte évidemment.
Et donc, ma question est-ce que vous avez soulevé tout à l'heure le phénomène de la balkanisation en milieu insulaire? Le phénomène de la balkanisation. Ouais, ouais. Donc effectivement, pour les Comores, ça présente pour moi un cas singulier, puisque c'est une archipel qui a une même identité, hein, même culture, même religion. Et contrairement à ce qu'on voit dans d'autres contextes, dont les ruptures géopolitiques s'opèrent sur des facteurs plutôt identitaires, liés soit à la religion ou d'autres phénomènes identitaires, pour les Comores, ce n'est pas le cas. Donc il y a une cohésion identitaire et culturelle. Et comment vous expliquez, quel est le facteur déterminant pour vous qui a conduit à la rupture géopolitique? Mais moi, je pense que dans le cas on va dire de l'archipel des Comores, bon, déjà, il y a eu la scission avec Mayotte, enfin Mayotte qui est sortie de ce qui est aujourd'hui l'Union des Comores au moment de l'indépendance des Comores, d'un point de vue, cette fois, les 3 îles politiques. Mais si on met à part, tant est qu'on puisse le faire, le cas de Mayotte, on va simplement parler du cas aujourd'hui de ce qu'on appelle l'Union des Comores. L'Union des Comores, 3 îles, en jouant Moélie et la Grande Comore. Je pense que vraiment le ressort de cette distorsion, en tout cas de cette tentation du vide, presque on pourrait dire, elle est complètement liée à des raisons politiques. À des raisons politiques. Effectivement, il y a une cohésion, comme vous le dites, culturelle, une cohésion, on va dire, humaine, mais néanmoins, on voit cette propension à des espaces qui sont très clairement individualisés, différenciés, parce que effectivement, la mer peut être aussi un facteur de discontinuité. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément qu'un facteur de discontinuité, mais ça peut l'être. Et cette discontinuité qui individualise très fortement les territoires les uns par rapport aux autres, donne justement beaucoup de place à l'illéité, à ce sentiment. Hein, un Moélien, avant tout, il est Moélien, avant d'être Comorien. Et un grand Comorin, etc. Bon. Et donc, à partir de là, il y a toujours des espaces qui vont se sentir laissés pour compte. C'est-à-dire que les grandes Comores, effectivement, sur les 700 000 habitants que compte l'archipel des Comores, enfin en tout cas l'Union des Comores, c'est quand même Grande Comore qui rafle la mise d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, capital politique. Tout est quand même centré sur Grande Comore. Donc, vous le savez aussi bien que moi, hein, les Moliens. Bon, puis après, il y a des personnalités. Hein. Il y a eu Baccar à Anjouan. Il y a des personnalités qui font qu'il va y avoir cette rhétorique en fait du nationalisme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas de cette identité insulaire qui va au-delà, hein, et ce refus de vouloir être intégré dans quelque chose de supra-insulaire, si je puis dire. Et donc, il y a eu des solutions qui ont été apportées. Bon, il y a une instabilité chronique aux Comores, vous le savez mieux que moi, depuis l'indépendance, hein, 20 coups d'État, à peu près. Hein, on ne sait plus exactement, mais quoi qu'il en soit, une instabilité chronique très forte, pour partie aussi entretenue de l'extérieur. Hein. Bon, tout ça est complexe, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est plutôt quand même de l'intérieur que ça se passe. Et on voit que la solution qui a été proposée, de faire une présidence tournante entre les 3 îles, c'est complexe. Parce que Moélie, 2000 habitants, il faut arriver à le trouver, le président. Non, mais c'est vrai, très concrètement, c'est quand vous avez un État, enfin une île qui fait 2000 habitants, on dit cette année c'est votre tour, ça fait 4 ans, c'est à vous, mais il faut le sortir, quoi. Et tout ça, vous voyez, c'est complexe. Bon, donc, je ne sais pas si c'est encore la solution, en tout cas. Hein, puis ça multiplie les élections. Bon, là, vous avez trouvé parce qu'à un moment, il y avait un président par île plus un président de la fédération. Mais tout ça, ça veut dire que c'est un pays qui est en permanence dans des élections. On vote tout le temps. Hein, au niveau local, au niveau fédéral, au niveau national, et ça complexifie, c'est beaucoup d'énergie, c'est de l'argent, et on est dans un pays qui a d'autres problèmes peut-être à résoudre que simplement savoir quels vont être les corps constitutifs de l'État, etc. Voilà comment je vois la situation aux Comores. Mais vous avez sûrement plus d'idées que moi, parce que vous êtes comorien. Enfin, ou en tout cas une analyse. Merci, quelques remarques de mes collègues. Oui, moi je voudrais... merci pour cette conférence très intéressante. Je voudrais insister sur une chose, parce que je trouve que là, il y a un lien très fort entre l'histoire et la géographie, lien auquel nous tenons beaucoup. C'est quand vous avez parlé du vécu des hommes, parce que finalement, ce qui intéresse l'historien comme le géographe, c'est le vécu des hommes. Hein. Vous avez parlé quand vous avez parlé d'illéité, le ressenti, le vécu des hommes, c'est ce qui nous intéresse. La deuxième chose que je voulais dire concernant ce sujet, c'est le fait que les programmes, on l'a vu, sont déjà très ouverts aux Outre-mer, mais que nous travaillons en ce moment à l'Inspection générale, en cette année des Outre-mer, à des adaptations des programmes vers ces territoires et pour ces DROM et COM. Donc c'est un grand chantier qui est ouvert. C'est vrai que les dernières adaptations datent maintenant aussi d'une dizaine d'années.
qu'il y a des nouveaux programmes et que donc il faut que nous, et c'est un petit peu le challenge que nous nous sommes donné, et ces adaptations vont être des adaptations, je dirais, générales, hein, qui vont concerner ce dont on parle tout le temps, c'est-à-dire le lycée, le collège, mais on oublie l'enseignement professionnel, les séries technologiques, etc. Et ces adaptations, il faut qu'elles soient effectivement générales. Avec simplement une question qui est la question des classes d'examen, parce que les examens et le baccalauréat en particulier, c'est encore conçu en métropole, c'est quel doit être le degré d'adaptation de ces programmes au niveau des classes d'examen. Donc c'est un sujet difficile auquel nous nous sommes attelés et on espère déboucher hein, d'ici la fin de cette année des Outre-mer. Bien que je crois qu'on peut remercier très, très chaleureusement François Taglioni pour ses éclairages. Vraiment, merci. Juste un petit mot pour dire que pour nous aider à traiter tous ces outre-mer, quand on n'est pas dans l'outre-mer même, allez voir les sites, des sites académiques notamment, hein, des DROM en particulier. Nos collègues inspecteurs de ces territoires travaillent avec des professeurs pour la mise en œuvre des programmes et on y trouve quelquefois, enfin souvent d'ailleurs, hein, des ressources, en histoire aussi, comme en géographie, ressources, des études de cas extrêmement passionnantes. Donc n'oubliez pas d'aller voir leur site, hein, et parmi les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, il ne faut surtout pas oublier ces ressources-là. En tout cas, merci encore à François Taglioni, merci à vous pour cette matinée que nous avons passée ensemble, excellent FIG, et à très bientôt. Bamini la la no, bamini la la no, di la no no. Bamini la la no, bamini la la no. Bamini la la no, bamini la la no.